J'écoutais un podcast récemment à propos du capital de risque. C'est un domaine super intéressant, surtout au niveau de la technologie, une industrie qui domine les portfolios des compagnies de venture capital. Et je me demandais quel rôle l'avocat peut jouer dans cette industrie en croissance rapide et importante. J'ai avec moi aujourd'hui la parfaite personne pour en apprendre plus. Donc, sans attendre davantage, je vous présente Jean-François Maurice, l'invité d'aujourd'hui. Un avocat spécialisé en fusion et acquisition, valeurs mobilières, financement et vente d'entreprises, fonds d'investissement et capital de risque chez Lavry, Jean-François a travaillé sur d'énormes affaires comme conseiller juridique en venture capital et en fonds d'investissement, pour des sommes de plusieurs dizaines et centaines de milliers de dollars. Merci énormément de nous joindre aujourd'hui, Jean-François. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de m'inviter. Premièrement, je connais pas beaucoup d'informations à propos du domaine de venture capital. C'est pas quelque chose sur lequel on a touché en classe. À la fois pour moi, puis pour les personnes qui écoutent, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du domaine dans lequel vous travaillez? C'est quoi concrètement un peu ce que vous faites, les dossiers auxquels vous touchez, puis vos mandats quotidiens? Oui, absolument. Donc, ma pratique, comme vous l'avez mentionné, c'est assez large, mais ce que je fais vraiment principalement, puis tous les jours, c'est du financement en capital de risque. Donc, le financement en capital de risque, en fait, puis ça explique un peu le nom, c'est que traditionnellement, lorsque surtout les entreprises en technologie ont commencé à émerger, il n'y avait pas de financement bancaire qui était disponible. Le financement bancaire, traditionnellement, s'appuie sur des actifs tangibles. De plus en plus, il y a une espèce de libéralisation, là, donc c'est de moins en moins vrai. Mais tout ça pour dire qu'une entreprise qui avait pas de bâtiment, pas d'équipement, pas d'inventaire à vendre à des consommateurs, c'était très difficile pour ces entreprises-là d'avoir du financement. Et c'est là que les investisseurs en capital de risque ont commencé à émerger. Et dans le fond, le calcul, c'était de prendre un risque immense et le meilleur véhicule, dans le fond, pour être récompensé pour ce risque-là, c'était d'obtenir des actions de la société parce qu'avec la croissance de la valeur des actions, on pouvait faire un rendement qui était beaucoup plus important que de l'intérêt sur de la dette, par exemple, pour une banque. Donc, ça donne un petit peu le contexte. En termes de mes mandats quotidiens et le type de financement, donc pour le financement en capital de risque spécifiquement, ben, le scénario classique, ça va être soit un entrepreneur avec lequel on travaille qui va nous parler, bon, qu'ils ont besoin de financement, qui se mettent à faire du démarchage, on les conseille. Éventuellement, il y a une lettre d'intention avec un investisseur qui va être négocié. Et une fois que la lettre d'intention est conclue, mais là, c'est dans le fond, rentrer dans la documentation qu'on va appeler définitive. Et c'est, dans le fond, les conventions principales. Ce qui est particulier à ce type de financement-là, qui ne se retrouve pas nécessairement en financement bancaire et qui distingue beaucoup cette pratique-là, par exemple, des fusions et acquisitions, c'est qu'on travaille beaucoup dans les conventions entre actionnaires. Parce qu'un investisseur rentre dans la société, donc la convention entre actionnaires devient vraiment une pièce maîtresse pour gérer la relation entre l'investisseur et la société dans laquelle il investit. Et mon quotidien, c'est un petit peu de négocier, accompagner, conseiller, puis éventuellement de gérer la clôture de ces financements-là. Et de ce que je comprends, vous travaillez aussi des deux bords de l'équation, donc à la fois avec les entreprises puis les investisseurs. Oui, absolument. Un petit peu plus avec les investisseurs, mais avec les entrepreneurs également. Une des différences que je dirais, c'est que l'accompagnement des entrepreneurs est un petit peu plus en continu. Les investisseurs, c'est un petit peu plus dossier par dossier. Donc, c'est quasiment plus une logique de réalisation de projet. Tandis qu'avec les entrepreneurs, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on les accompagne souvent sur le volet commercial, corporatif, des trucs un petit peu plus du quotidien. Puis, éventuellement, on voit les premières discussions pour éventuellement une ronde de financement. Puis, à un moment donné, ça se concrétise avec la lettre d'intention. Puis là, on rentre dans la transaction.
OK, je comprends. Puis vous avez aussi dit que c'est quand même un domaine assez récent. Est-ce que ça veut dire que c'est un domaine qui se développe encore ou c'est un domaine qui est quand même assez développé, puis les standards et les mandats sont vraiment comme set, disons? C'est vraiment une bonne question. Quand je dis assez récent, là, je crois que au final, les premiers balbutiements ont commencé dans les années 70. Donc, c'est très subjectif si c'est récent ou non. Plus récent que le droit bancaire, ça c'est certain. En termes du développement, il y a des standards de marché puis des tendances qui sont très lourdes, mais il y a effectivement beaucoup de développement, renouvellement et il y a aussi le phénomène que selon le cycle économique, ben, ce qui est standard ou acceptable va vraiment changer. Par exemple, en 2020 et 2021, il y a vraiment eu une bulle. Puis ça, je crois que n'importe qui va utiliser Google va pouvoir lire là-dessus. Il y a vraiment eu une explosion en termes de l'activité d'investissement, la demande pour des investissements en société technologique. Ça a vraiment explosé. Et tout d'un coup, ben, on est rentré dans des transactions où les investisseurs étaient beaucoup moins exigeants, où est-ce qu'il y a des termes économiques, c'est beaucoup plus favorable aux sociétés. Et là, ben, cette bulle-là a un peu dégonflé depuis, avec tous les impacts que ça a sur la viabilité des entreprises, sur leur capacité à se financer et tout. Mais ça, en tout cas, ça change aussi la dynamique en termes de négociation. Donc, des développements, oui, mais aussi cette portion-là qui est cyclique en termes de comment nos standards vont être appliqués. OK, super intéressant. Merci pour cette réponse. Ça clarifie beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que, parce que je sais qu'il y a différents types de financement, vous avez un peu touché là-dessus, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer c'est quoi les financements auxquels vous avez le plus souvent recours? Bon, principalement, moi, c'est capital de risque. Puis après, on peut diviser un petit peu par stade. Et les stades varient en fonction du degré de maturité ou de développement de la société. Donc, on parle souvent de préamorçage. Euh, Préamorçage, ça va être une société qui n'a peut-être même pas de produit. Donc, elle est en train de développer son produit euh, qu'elle va éventuellement tester avec des utilisateurs. Ensuite, il faut trouver, dans le fond, un bassin client. Et préamorçage, ça couvre un petit peu ce stade-là qui est ultra risqué, où est-ce qu'on n'a pas nécessairement un produit complet, ni nécessairement de client pour ce produit-là. Donc, ultra spéculatif, mais c'est aussi généralement le type d'investissement qui apporte le plus gros rendement lorsque ça a du succès. Est-ce que je Ensuite, peux juste ouais, demander une question là-dessus? Pré-amorçage, c'est plus on investit dans la personne, mais il n'y a aucun produit. la personne et la technologie. Donc, ouais, Mais la technologie, elle a déjà été amorcée, c'est déjà développé ou on a une idée de ce qu'on veut développer puis on n'a pas encore commencé. ça varie. Très souvent, ça va être par exemple une technique ou un procédé ou une invention que sur une base théorique, on va dire on est capable de la transformer en produit ou en solution qu'on va pouvoir vendre et monétiser par la suite. Et c'est là un petit peu la différence entre la théorie et la pratique, dans le sens qu'on peut avoir même un brevet pour une invention qui, sur papier, est révolutionnaire, mais que, puis ça, on le voit souvent, là, que disons, si on le transforme en produit, ça va, par exemple, être un produit qui permet seulement une amélioration de certaines facettes d'une industrie. C'est pas une amélioration qui est assez conséquente pour que les gens veuillent l'acheter. Donc ça, c'est l'espèce de potentiel gâché ou potentiel manqué qui est un peu typique de beaucoup d'entreprises où est-ce que la technologie est solide, l'idée est bonne, mais au final, on ne trouve pas de clients parce qu'il n'y a pas une proposition de valeur qui est comme assez forte pour que les gens vraiment achètent le produit. Donc, ça reste OK. très risqué, même si la technologie sous-jacente est excellente. Ça pour dire, donc oui, investissement dans la personne, investissement dans la technologie, ça reste très risqué. Euh, et ça, c'est un petit peu, bon, pré-amorçage, amorçage. Éventuellement, quand la société a des ventes, ben, rendu à un certain chiffre d'affaires, ben, c'est comme on a un modèle d'affaires qui est validé, on a un produit qui est validé, etc. Puis là, on tombe dans les séries A, série B, série C.
Puis là, c'est vraiment une société qui est en pleine croissance. OK, très intéressant parce que moi, en faisant ma recherche, justement, je savais même pas que les avocats avaient affaire avec les préamorçages, puis avant que la compagnie même rentre dans les séries A, B, C. Oui, on fait beaucoup de financement d'amorçage, pré-amorçage. Généralement, ce qu'on va voir à ce stade-là, euh, bon, faire un pas de recul, on a dit on investit dans une personne, on investit dans une technologie, on n'a pas nécessairement de produit. Puis si on a un produit, il est probablement pas parfait, puis on n'a peut-être même pas de client pour nous confirmer que ce produit-là, vraiment, il y a un marché qui existe. À ce stade-là, c'est très dur de dire combien est-ce que la société vaut. Placer une valorisation là-dessus, c'est très difficile parce que ça pourrait finir en échec pour reprendre l'exemple, parce que personne voit une proposition de valeur assez forte pour le produit, comme ça pourrait finir par être c'est la meilleure invention depuis le pain tranché, comme on dit, puis générer des milliards. On n'est pas capable de mettre une valeur. Donc, stage de amorçage, pré-amorçage, souvent, ça va être sous forme d'instruments convertibles en capital de risque. Et nous, le rôle, ben, il y a beaucoup de standardisation, ce qui est très bien, mais le rôle, c'est d'accompagner, vulgariser, surtout pour les entrepreneurs, et de s'assurer que tout ça fonctionne d'une façon non seulement juridique, mais aussi logique au niveau des droits qui sont donnés aux investisseurs, parce que les mécaniques de conversion peuvent être complexes ou avoir des effets qui sont pas nécessairement désirés ou désirables. OK, parfait. Merci beaucoup. Maintenant, ça fait longtemps que vous pratiquez dans le domaine. C'est quoi que vous aimez le plus à propos de ce domaine? Puis c'est quoi qui vous a poussé à rentrer dans le domaine de venture capital? Ouais, je vais commencer par comment ça s'est fait. C'était vraiment au hasard. Donc, je savais que je voulais faire du droit des affaires. Je ne savais pas exactement quoi. Et c'était vraiment en faisant des dossiers, en étant en contact avec différents entrepreneurs, différents investisseurs. J'ai vraiment eu la piqûre. Et ce qui est vraiment qui me plaît le plus dans tout ça encore aujourd'hui, puis qui avait contribué à me donner la piqûre, c'est au final, on voit vraiment une espèce d'impact sur des projets puis des entreprises pour nous dans le marché québécois ben, qui sont locales. Donc, soit d'accompagner vraiment des entrepreneurs avec des jeunes entreprises qui sont en croissance, ou même d'accompagner des investisseurs qui vont donner les moyens à ces entreprises-là de connaître une croissance. Donc, c'est vraiment cet aspect-là. Puis, les dossiers peuvent devenir très personnels à un moment donné parce que souvent l'entrepreneur est indissociable de l'entreprise au début, au moins. Et il y a quand même, c'est ça, cette sensation-là d'être directement comme un peu derrière les rideaux, de voir l'entreprise, de voir comment l'entrepreneur évolue, gère ses défis, etc., comment l'investisseur veut appuyer, mais en même temps en faisant bien les choses. Et contribuer à tout ça, c'est vraiment le fun. Puis j'imagine que avoir un intérêt dans le domaine, surtout de droit des affaires et de la technologie, des domaines qui sont connexes, ça aide aussi beaucoup. Oui, absolument. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est si vous cherchez à comprendre le dossier sur lequel vous travaillez, le client que vous accompagnez, c'est quoi les enjeux. Il y a rien, à mon sens, qui doit être laissé au hasard parce que si on fait juste faire du template, puis se dire, ah ben c'est standard, ah mais pourquoi est-ce qu'on demande ça parce qu'on demande d'habitude, pourquoi est-ce qu'on met ça dans le contrat parce qu'on met d'habitude, il y a des choses où, oui, ça se questionne pas, mais il y a des choses sur lesquelles on doit se questionner, puis on doit soit gratter un petit peu plus, soit accepter de le mettre de côté ou tout simplement, tu sais, se satisfaire de pas vraiment le gérer parce que c'est pas un enjeu dans le dossier. Donc, de toujours se rapporter aux faits, puis de s'en tenir aux circonstances spécifiques, pour moi, c'est essentiel. Parce que si on fait juste du template, ben, comme avocat, on n'a pas de rôle à jouer dans le dossier du tout. Notre rôle, c'est pas de pousser du papier, c'est vraiment de faire des ententes qui, au niveau juridique, se tiennent, mais aussi qui correspondent aux faits, puis qui aident à un petit peu gérer la relation des parties, tu sais, compte tenu de ces enjeux-là. Donc, quand, par exemple, du côté investisseur, on travaille sur un investissement dans une entreprise, bien oui, la moindre des choses, c'est d'avoir de la curiosité intellectuelle, puis d'aller voir, par exemple, le site web,
de l'entreprise, essayer de comprendre c'est quoi leurs produits, où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils ont beaucoup d'employés, est-ce que c'est des employés qui travaillent par exemple dans une manufacture ou c'est des employés de bureau. C'est tous des détails ou de comprendre un petit peu la business qui est derrière le nom de la compagnie seulement. Mais essayer de comprendre la business, oui, ça va faire de vous des meilleurs conseillers. OK. Et parfois, est-ce que vous trouvez que ça peut être difficile, surtout parce que vous travaillez sur des cas avec des compagnies technologiques, puis parfois ça peut être complexe de comprendre exactement les produits de ces compagnies-là. Donc, est-ce que parfois vous éprouvez des difficultés avec cela? Et Oui, si oui, absolument. comment vous répondez à ces difficultés-là? Mais en même temps, c'est motivant parce que j'ai la chance de pratiquer un métier où j'apprends tous les jours. Donc, il y a 2, 3 ans, ben pour moi, l'intelligence artificielle, c'était une notion qui était ultra vague. Aujourd'hui, je comprends un petit peu mieux le fait que ça fonctionne par des modèles d'apprentissage qui vont des fois être sur des serveurs locaux, des fois dans du cloud, des fois c'est par un fournisseur où est-ce que c'est intégré. Et il faut, dans le fond, être prêt à s'éduquer là-dessus. Il faut un petit peu avoir la passion d'aller chercher, se renseigner, apprendre. Aussi, pas être gêné de poser des questions aux clients. Si on accompagne un entrepreneur, mais oui, on peut se sentir peut-être un petit peu niais de poser des questions, de dire, OK, ben, tu sais, explique-moi un petit peu comment ton produit fonctionne ou, OK, ben, écoute, je comprends pas exactement, tu sais, votre software, comment il s'installe. Mais de un, l'entrepreneur sait que vous n'êtes pas un expert dans son domaine. C'est pas vous qui faites la programmation informatique, c'est peu importe. Donc, c'est pas une question qui est niaiseuse de sa perspective. Et de deux, la pire erreur, tant qu'à moi, c'est de ne pas poser de questions, puis de se positionner comme si on avait la vérité absolue, puis finalement mettre des choses de l'avant ou rédiger des contrats qui sont juste pas adaptés. Le logiciel, par exemple, il y a une grosse différence entre un logiciel qui est livré, installé sur un ordinateur versus un logiciel qui est accédé via un navigateur web, du web app. Donc, poser des questions, se renseigner, et pour moi, ça rend aussi le métier intéressant. OK. Puis je pense que c'est vraiment, comme vous l'avez dit, une expérience rewarding d'apprendre de plus en plus. Je sais que le monde qui travaille en propriété intellectuelle dit souvent ça, mais c'est très intéressant de voir comment dans différentes branches du droit, on peut trouver cette acquisition de savoir extérieur. Alors, ben, vous avez déjà illustré un peu c'est quoi la pratique plus concrètement, mais si vous pouvez nous parler d'un cas sur lequel vous avez travaillé en certains détails, un cas qui est fermé ou vous avez la possibilité d'en parler, je trouve que ce serait vraiment intéressant pour les étudiants de voir c'est quoi les cas avec lesquels vous interagissez le plus, puis aussi c'est quoi ce que vous aimez plus faire. Ouais, c'est assez difficile. Je vais rester plus dans l'abstrait aussi parce que justement, on ne peut pas rentrer dans les détails ni nommer l'entreprise, mais je crois qu'une transaction que j'ai faite où j'étais particulièrement fier d'avoir trouvé une solution parce qu'au final, c'est souvent notre rôle, c'est de trouver des solutions qui sont juridiques, mais aussi pratiques à des problèmes que les clients ont ou à des enjeux. Euh, c'est une transaction où est-ce qu'il y avait un nouvel investisseur qui se présentait, puis qui était ultra intéressé par l'entreprise, mais il voulait rien savoir de travailler avec un investisseur qui était déjà là. Et donc, la façon dont on l'a géré, ça a été assez délicat. Puis, ce qui est fun aussi, c'est que c'est des moments où est-ce que la stratégie, mais aussi la communication devient super importante. Donc, la façon dont on va passer le message, dont on va parler à chaque partie devient très, très, très importante. La façon dont on l'a géré, c'est qu'on a en fait divulgué à l'investisseur existant qu'il y avait une transaction qui était envisageable, puis qu'il y avait des besoins de financement au niveau de la société. On lui a demandé s'il était intéressé à réinvestir. L'investisseur existant a confirmé qu'il n'était pas intéressé à réinvestir. Et aussi, ben, il nous a un peu fait comprendre, du moins on le voyait entre les lignes, qu'il était un petit peu prêt à quitter, mais il avait un rendement minimum. Donc, la proposition, c'était, ben, OK, si on te donne ton rendement minimal, est-ce que tu acceptes de te faire racheter? Puis, on se serre la main, on se dit au revoir, puis chacun, on continue de notre côté. Et ils ont accepté. Et on n'a pas on s'est entendu avec eux qu'on ne leur divulguerait pas les termes
sur la base desquels le nouvel investisseur entrait dans la société et qu'on les rachetait à leur rendement minimal, puis c'est tout. Puis on a structuré les documents juridiques pour que les deux côtés, dans le fond, étaient complémentaires parce qu'on avait besoin de nouvel argent pour sortir l'ancien de toute manière, mais sans qu'ils ne se communiquent jamais entre eux. Et ça, c'était vraiment une espèce de jeu de négociation et de communication qui était vraiment le fun. Je crois qu'on le fait en traitant tout le monde avec respect, mais en permettant un résultat qui était super, qui répondait aux besoins, dans le fond, de l'entreprise. C'est super impressionnant. Est-ce que, justement, ça me fait penser, est-ce que le domaine de venture capital et votre travail mène souvent à des situations litigieuses ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus à négocier entre les différentes parties sans se rendre justement au cours? Si vous allez dans Candy, Stockage, puis vous faites une recherche pour un jugement qui touche du capital de risque, si vous êtes chanceux en avoir 2, 3, c'est très, 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 très rare qu'il y a du litige. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Une des raisons, c'est que le Canada reste un très petit marché. Et c'est un marché où est-ce qu'au niveau du capital de risque puis du financement en général, c'est dominé par seulement quelques acteurs. Donc, pour le financement bancaire, mais même aussi du financement en équité, on a les grandes banques et leurs filiales. Puis on a aussi des sociétés qui sont comme des spin-out de filiales des grandes banques. Donc, ça, c'est des acteurs institutionnels. C'en est pas beaucoup non plus. Et après, ben, on a tout ce qui est, dans le fond, les sociétés d'État, puis donc, c'est BDC, Investissement Québec. Et ces grands acteurs-là sont présents à peu près dans toutes les transactions imaginables, ou presque. Et ce qui fait que c'est un petit milieu, c'est un milieu où il y a des acteurs qui sont quand même très raisonnables et qui se voient dans chaque transaction. Fait que tout le monde est un petit peu forcé à agir avec la meilleure bonne foi dont ils sont possibles parce qu'ils savent qu'ils vont se recroiser. Et il y a beaucoup de négociations. Ça ne veut pas dire que les gens abandonnent leurs intérêts ou les font pas valoir. Ils vont négocier, mais il y a quand même beaucoup de respect. Puis il n'y a pas cette dynamique-là qui peut exister dans un énorme marché comme les États-Unis, de se dire, ben, de toute manière, je recroiserai peut-être plus jamais cette personne-là. Donc, beaucoup de négociations, mais oui, peu de litiges comme tel. OK, merci pour ce insight. Je m'attendais pas à ça, mais très intéressant. Puis, est-ce que vous pouvez me parler un peu de vos types de clients? Je sais que vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y a une différence vraiment significative entre vos clients investisseurs et entrepreneurs? Ouais, absolument. Donc, quand on travaille avec des investisseurs, c'est très fréquent qu'on travaille avec un avocat, en fait, parce que beaucoup ont des conseillers juridiques à l'interne. Et même s'il n'y a pas d'avocat au dossier, ben, ça reste que les directeurs d'investissement, les directeurs de compte, mais je veux dire, eux, c'est leur gagne-pain. Ils font ça tous les jours, investir dans des sociétés. Ils voient beaucoup, beaucoup de dossiers et souvent même plus que les avocats parce qu'ils vont travailler avec plusieurs bureaux. Donc, c'est des gens qui sont relativement sophistiqués et quand on a une discussion sur un point de négociation particulier, ben, il y a un aspect qui est quasiment philosophique ou systémique parce que un investisseur qui investit dans, disons, 30, 40 entreprises, et lui, il s'est déjà fait une idée sur certains points de négociation possibles et ils en sont venus à une conclusion et ils ont une approche ou une réflexion où est-ce qu'ils vont se dire, OK, mais tu sais, si j'acceptais ça à la grandeur de mon portefeuille, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas accepté ailleurs? Pourquoi je l'accepterais là? Ce serait quoi l'impact si je me mettais à faire ça dans toutes les transactions? Donc, ça, c'est intéressant parce qu'il peut y avoir des débats comme vraiment substantiels où vraiment, on peut faire comme du remue-ménage sur des idées. Et aussi parce que c'est des clients qui sont ultra sophistiqués. Généralement, ça va assez vite. Ils comprennent exactement les enjeux, sont capables de trancher et tout. Puis, c'est assez, ça peut être très fluide aussi de déterminer les enjeux avec un client investisseur. Au niveau des entrepreneurs, ben, d'un autre côté, souvent, il va y avoir plus de flexibilité parce que le client investisseur, souvent, il y a des requis à l'interne.
Le client entrepreneur, lui, ben, au final, ce qu'il décide, il ne doit pas nécessairement rendre de compte dans la mesure où tout le monde est d'accord au niveau des autres investisseurs, si on est dans une société plus mature. Mais il y a aussi le fait que c'est très, très personnel. Donc, comme je disais souvent, l'entrepreneur, surtout au stade plus préliminaire de la société, l'entrepreneur est souvent indissociable de la société. Donc, il y a certains droits qui vont être donnés, certaines mécaniques pour faire une allocation soit du risque ou de la valeur et tout, que ça vient comme chercher directement l'entrepreneur. Donc, c'est beaucoup plus personnel. Et il y a aussi l'autre aspect que un entrepreneur ne va pas faire du financement en capital de risque tous les jours. Donc, l'accompagnement puis notre travail en termes de nous assurer que on a bien vulgarisé, qu'on a bien couvert les enjeux, que si on dit oui à quelque chose avec lequel on n'était pas nécessairement confortable, qu'on a vraiment bien envisagé les risques, puis ce que ça veut dire, qu'on l'a bien communiqué. Tout ça, ça devient beaucoup plus important versus un directeur de compte qui en a vu tellement, qui dit « OK, je comprends exactement de quoi tu me parles, je vois pas d'enjeu, puis go, on passe à autre chose. » En termes de situation d'urgence, est-ce que c'est quelque chose qui arrive beaucoup en capital de risque, puis plus avec les entrepreneurs, ou c'est pas quelque chose avec lequel vous avez vraiment besoin de gérer? Urgence en termes de demande ou urgence en termes de financement? Un peu les deux, comme des demandes urgentes. Surtout, j'imagine que ce serait plus fréquent de la part des entrepreneurs qui vous appellent et ils ont un problème d'urgence ou ils ont besoin de votre opinion juridique. Ouais, donc oui, définitivement entrepreneur. Quand on est dans une transaction, dans le fond, il faut se dire que c'est un projet où est-ce qu'on va tous vouloir aller le plus rapidement possible. Donc, c'est quasiment comme renverser la présomption, là. Il faut présumer que tout est urgent jusqu'à preuve du contraire. Parce que tout le monde veut clore la transaction, puis tout le monde veut le faire rapidement. Donc, c'est sûr que quand on travaille avec des investisseurs, puis comme je disais, ils vont nous confier une transaction. Oui, tout doit aller quand même rondement, mais aussi rapidement. Et c'est sûr que, quand on travaille avec une entreprise, un entrepreneur, là, le type de demande peut vraiment varier. Donc, même pas plus tard que cette semaine, ça peut être que j'ai besoin rapidement comme de tel type de contrat pour un fournisseur parce qu'on a tel projet, puis on a besoin de ce fournisseur-là, puis comme c'est notre projet, il faut qu'on le livre à un client, puis si on ne le livre pas, on a des pénalités, donc il faut aller rapidement. Mais ça peut aussi être des demandes genre, est-ce que tu peux réviser ce contrat-là? Oui, OK, vous en avez besoin pour quand? Est-ce que c'est urgent? Quand est-ce que vous allez le conclure? Ouais, on l'a déjà signé. On veut juste contre-vérifier si on s'est mis les pieds dans les plats ou pas. Donc, pas urgent. Donc, ça varie vraiment, mais c'est ça. Les besoins du côté commercial, souvent, vont générer des urgences. Puis après, faut pas oublier non plus que quand on est le point de contact pour une entreprise, parce qu'on est dans le fond l'avocat d'affaires de l'entreprise, des fois, on va aussi recevoir un appel ou ça peut être un PDG qui nous dit j'ai tel problème avec tel employé, puis là, j'ai parlé à ma directrice ressources humaines pour qu'on passe à l'action aujourd'hui. Puis là, c'est de jouer à l'interne pour le mettre en contact avec la bonne personne, faire avancer le dossier. Donc, plus du côté entrepreneur pour les urgences. Et quand vous parlez qu'il faut clore, que des deux bords, on essaie de clore les dossiers assez rapidement, on parle habituellement d'un délai de combien de temps? Ça dépend beaucoup. Ça dépend de l'investisseur, ça dépend du degré de formalisme, des requis de l'investisseur. Je crois que souvent, ça va dépendre de l'investisseur. J'ai déjà fait une injection d'urgence de capital pour une entreprise cliente. On l'a bouclé en 1 semaine. Mais c'était un investisseur qui était déjà dans la société, donc il avait une bonne connaissance. Et bref, ça a juste été beaucoup d'heures de travail qu'il a fallu échelonner sur cette semaine-là, mais il n'y avait pas de gros enjeux et tout. Tandis que si vraiment on fait une vérification diligente, complète, que c'est un investisseur qui ne connaît pas bien l'entreprise et tout, là, il faut s'attendre à du 2-3 mois. En moyenne, ça va être du 2-3 mois. OK. C'est quand même des délais beaucoup plus rapides quand on compare ça en général, surtout dans le monde du litige. Puis on a un peu brièvement touché là-dessus tantôt, mais justement, alors, dans les compagnies, on a les compagnies pré-amorçage jusqu'à stade C. J'ai essayé de faire un peu de recherche là-dessus préalablement. Vous me direz si ce que je dis est correct.
Mais les compagnies de série A, habituellement, c'est des compagnies qui vont déjà avoir leur compagnie comme dans le monde. Ils ont déjà leurs produits de préparer, puis habituellement un certain niveau de revenus. Ils cherchent à acquérir plus de revenus pour agrandir l'échelle de leur Oui. travail. Puis Stat C, c'est vraiment, ils sont très développés, mais ils veulent faire un élargissement de l'entreprise agressif, donc ils veulent avoir plus de fonds très rapidement. C'est bien ça? Ouais, ça l'a. Ouais, c'est exact. Je le rendrais un petit peu plus général. Généralement, les grosses différences, ça va être amorçage, pré-amorçage, série A. Puis la série A, c'est la série A parce qu'elle marque un petit peu le début là, de la chose. Puis série B est en montant parce qu'on peut se rendre à D, E, F, G, H. C'est vraiment, on est en train de booster de la croissance. Fait qu'on va faire plein de rondes pour de la croissance, la croissance, la croissance. Puis éventuellement, il va y avoir comme une dernière ronde qui va viser une espèce de ménage au niveau du capital et qui va précéder le premier appel public à l'épargne. Parce que si c'est une vente de la société, généralement, ce ménage-là fait partie de la transaction. Puis, votre rôle de représentation, est-ce qu'il va varier dépendamment du type d'entrepreneur avec qui vous travaillez? Donc, pré-amorçage, série A, série B, série C, disons. Oui, oui, parce que c'est pas nécessairement les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes types d'acteurs. Souvent, quand on va être au stade de l'amorçage, pré-amorçage, ben même le fondateur de la société, souvent ça risque d'être dans ses premiers financements. Ces investisseurs, ça risque d'être des amis, de la famille ou des anges investisseurs. Quand on est, par exemple, dans une société qui est en série B, C ou D, ben souvent on a plusieurs investisseurs sophistiqués. Puis l'entrepreneur a fait ses preuves quand même après plusieurs années. Souvent, il y a quand même un bon niveau d'activité en termes de revenus, en termes de ventes. Les équipes sont bien rodées, tout ça. On a un management complet souvent. Donc, la dynamique change beaucoup. Puis, c'est ça, c'est pas les mêmes enjeux de négociation, c'est pas les mêmes acteurs autour de la table. Ils vont pas mettre l'accent sur les mêmes choses non plus. Donc, le conseil change beaucoup, c'est impacté par ces circonstances-là. OK, je comprends. Fait qu'à la fois, il y a des différences quand on travaille avec des investisseurs puis des entrepreneurs, mais même entre les entrepreneurs, les demandes vont être différentes, puis le niveau de support va être différent aussi. Oui, absolument. Puis c'est surtout pour des sociétés plus sophistiquées avec plusieurs investisseurs sophistiqués. Ben, même des fois, les demandes puis les négociations les plus ardues sont pas nécessairement entre l'entreprise et les investisseurs, mais souvent entre investisseurs. Donc, c'est ça, il y a vraiment un renversement dynamique. OK, parfait. Puis pour la dernière question, donc ça va être une question plus financière, mais je voulais savoir c'est quoi les facteurs qui influencent la décision d'aller pour un financement venture capital ou un financement bancaire. Ouais, fait qu'on on boucle vraiment la boucle là, parce que ça revient un petit peu à l'introduction que j'avais fait au début. Euh, Financement, capital de risque, ben généralement c'est quand on est un peu certain d'avoir de la croissance assez élevée parce qu'il faut assurer un rendement aux investisseurs. Et c'est aussi quand le financement bancaire n'est pas disponible. Donc, généralement, soit on est pré-revenu ou même le plus souvent, c'est qu'on n'a pas nécessairement d'actifs tangibles. Je crois qu'il y a de plus en plus de produits bancaires qui vont combler un petit peu ce besoin-là. Et financement bancaire, mais très souvent, c'est quand on a du revenu qui est assez stable ou on a du profit et qu'on a des actifs. Parce que ce que les banques vont vouloir avoir, c'est des actifs sous garantie pour pourraient saisir si jamais on fait un défaut sur la dette. Et ils vont aussi vouloir voir que l'entreprise a une capacité à faire les paiements en intérêt. Donc, il faut une récurrence dans le revenu et assez d'espace de revenu pour payer l'intérêt et tout. Donc, généralement, le financement bancaire va venir un petit peu plus tard dans l'aventure. Il y a aussi ce qu'on appelle du venture debt, qui est un petit peu un hybride. Et souvent, ça va être un genre de prêt qui est adossé à une ronde de financement et qui va permettre d'avoir une espèce d'effet de levier. Puis les investisseurs en venture debt, souvent, ben, ils vont pas demander des éléments d'actifs des importants ou vraiment tangibles. Souvent, ils vont le faire, soit ils vont même pas prendre l'hypothèque,
soit ils vont se satisfaire d'avoir une hypothèque sur des actions ou sur la propriété intellectuelle. Puis c'est ça, ils viennent comme s'accoter ou s'adosser plutôt à une ronde de financement quand ils voient que c'est des investisseurs sérieux. Puis ça permet, dans le fond, d'apporter un petit peu plus de capital à la compagnie sans trop diluer les actionnaires existants. Ce choix-là va être purement financier. Ben, ça fait un peu le tour de mes questions, puis ça fait vraiment un bon cercle sur la conversation qu'on a fait. Merci beaucoup, Jean-François. Mais merci beaucoup, Kiana, pour l'invitation. Puis n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions sur le capital de risque.